Salut Instagram, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en excellente forme. Alors, aujourd'hui on va faire un live particulier. Aujourd'hui on va être essentiellement sur la valeur sociale. C'est de l'intelligence sociale aujourd'hui. Alors, en tout cas prenez des notes si vous vous êtes connecté, parce que cette vidéo elle va certainement... Alors, cette vidéo elle va créer du rejet, je préfère le dire tout de suite. Et c'est normal parce que ça touche l'ego. Clairement, aujourd'hui, on va toucher l'ego. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes en excellente santé. Et en fonction de l'heure et du moment à laquelle vous regardez cette vidéo, vous allez certainement regarder ce qui s'est passé dans la Coupe du Monde et ça va être particulier. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, on va pas passer par 15 000 chemins. Les personnes qui vont se connecter se connecteront. Et si vous regardez le replay, tant mieux pour vous. Prenez le temps de prendre de quoi noter, parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui, ça va vous permettre de gagner du temps et de l'argent. Et surtout de l'argent. Alors, on va poser le sujet. Le sujet du jour, c'est comment augmenter sa valeur sociale. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fonction des endroits, des milieux que vous allez rencontrer, vous allez vous rendre compte que il peut y avoir clairement des décalages par rapport aux personnes que vous rencontrez, en fonction des milieux dans lesquels en fonction des milieux que vous fréquentez. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en fonction des lieux que vous fréquentez, vous allez voir qu'il peut y avoir des décalages. Des décalages en termes de revenus, des décalages en termes de code, des décalages en termes d'habitude. Et la meilleure façon d'augmenter sa valeur sociale, c'est déjà de maîtriser les codes. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez déjà vécu ce genre de choses-là, ça veut dire que vous arrivez dans des lieux et vous voyez que il y a un décalage entre vous et d'autres personnes autour de vous. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans ce genre de... Ah, il y a Camilla qui met à fond au travail. En fait, ce qui se passe généralement lorsque vous voyez ça, c'est qu'il y a un malaise à un moment donné qui peut se ressentir. Et ce malaise-là, je sais pas vous, mais moi, je l'ai eu à l'époque dans différents milieux. Vous savez, quand vous voyez que vous n'avez pas les mêmes habitudes, vous n'avez pas forcément les mêmes finances, vous n'avez pas forcément le même business model, ou en tout cas, vous n'êtes pas au niveau auquel vous aspirez. Il peut y avoir un décalage entre l'environnement que vous fréquentez et vous. Et ça, en fait, ça s'apprend pas partout. Généralement, soit faut que vous fréquentiez une classe supérieure à la vôtre pour apprendre ça, soit il va falloir que vous passiez par des coachs qui vont vous aider à capitaliser sur ces choses-là, ou alors, en réalité, vous allez lire et encore lire et encore lire et encore lire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on ne devient pas, en tout cas, la meilleure façon d'être à l'aise dans ces milieux-là, c'est d'intégrer de nouvelles références, sortir de votre zone de confort. Et le levier, là, en fait, c'est pas juste vouloir changer, mais c'est directement de changer vos propres normes. Et c'est ça, en fait, là où c'est très compliqué. Beaucoup de personnes veulent garder les mêmes normes, estiment qu'il y a ce qui est normal pour elles et ce qui est normal pour les autres. Et en fait, ce qui se passe indirectement, c'est que lorsque vous voulez garder les mêmes normes, en fait, vous êtes tout simplement restreint. Vous restez cloisonné dans quelque chose que vous avez toujours connu, mais qui ne vous apporte pas les résultats que vous voulez depuis très longtemps. Et ça marche au travail, ça marche en relation, ça marche en famille, ça marche dans vos projets, ça marche dans tout. Et ça devient un problème. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que il y a quelque chose qu'on néglige beaucoup et que moi j'ai beaucoup négligé avant, c'est qu'en réalité, c'est les détails qui vont faire la différence. C'est les détails qui font la différence et c'est les détails qui vont faire qu'on va vous traiter différemment. Donc déjà, est-ce que ça vous parle ou pas?
en fait, là, l'idée, là, c'est que dans ce live-là, je vous donne 10 pistes qui vont vous aider à améliorer votre valeur sociale. Et lorsque vous allez adopter ces 10 points, vous allez voir que automatiquement, vous allez changer de classe sociale naturellement. Changer de classe sociale, ça veut dire que vous allez commencer à aspirer à quelque chose de supérieur à la norme. Salut Sandrine, j'espère que tu vas bien. Donc si vous êtes prêts, mettez-moi un OK dans le chat, comme ça je vous partage là les 10 points qui vont vous permettre, en tout cas moi qui m'ont permis de changer de classe sociale. Qui vont permettre aussi de changer directement de valeur sociale, parce qu'on parle vraiment de valeur sociale ici. Ça fait longtemps, mais de retour, merci pour ce live, je t'en prie. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour changer de classe sociale? Si vous prenez le temps de suivre tout ce que je vous dis là, vous allez gagner du temps et de l'énergie. Parce que ça, ce que je vous dis là, c'est ce qui est appris. En tout cas, c'est ce qu'on apprend à différents dirigeants et c'est ce qu'on apprend aussi. En fait, c'est des cours qui sont donnés chez HEC. Donc là, en fait, indirectement, je suis en train de vous donner un cours qu'on donne aussi chez HEC. Donc ça, c'est cool. Mais encore une fois, on met pas ça sur Internet parce qu'en vrai, les gens devraient payer les gens paient pour avoir ce genre d'informations. Donc là, je vais vous les donner. Donc prenez vraiment ça en conscience parce que il y a des personnes qui paient pour avoir ces informations-là. C'est pour ça qu'on n'est pas 12 000 sur ce live-là. Sinon, vous comprenez bien que si on commençait à parler de la Coupe du Monde, on commençait à parler des autres, on commençait à parler de la vie des autres, il y aurait beaucoup plus de personnes qui seraient connectées et qui chercheraient en tout cas tout simplement à... Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, maintenant que vous avez mis OK, donc ça veut dire que là j'ai votre attention. Donc là je vais vous partager en tout cas 10 habitudes qui vous permettent d'augmenter votre valeur sociale et qui vous permettent de gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. La première chose, ça va être d'expérimenter des sports de référence. Pourquoi des sports de référence selon vous? Parce que quand on entend ça, on se dit, ouais, mais de quoi il parle en fait? Pourquoi expérimenter un sport de référence? Ça veut dire quoi ça? Expérimenter un sport de référence. Pourquoi est-ce que le sport aujourd'hui, c'est un moyen, un levier accessible à tous pour augmenter sa valeur sociale? Alors, peut-être que vous ne le voyez pas. En fait, expérimenter un sport de référence, ça va vous permettre d'intégrer des groupes privés. Et l'objectif, c'est pas d'être le meilleur, d'être excellent dans ce sport-là, c'est tout simplement être capable d'en parler. Donc en fait, quand je parle de sport de référence, je parle de quoi? Je parle du squash, je parle du polo, je parle de l'équitation, je parle du tennis, je parle du golf. Et en fait, ces sports-là, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est des sports qui vous permettent de comprendre au mieux les personnes qui les pratiquent. Et vous verrez que c'est des sports que tout le monde ne pratique pas. Juste une certaine catégorie de personnes. Donc lorsque vous faites du squat, vous faites du ski, vous faites du golf, vous faites du polo, même de la voile, de l'aviron, du tennis, du badminton, vous allez voir que vous allez vous connecter à une typologie de personnes bien spécifique. Et ça, c'est un skills de ouf. Parce que c'est accessible à tout le monde. Pour commencer à gérer ça, il vous faut en moyenne, je pense, 5 cours. Vous suivez 5 cours, vous commencez à toucher ce sport-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez apprendre très vite. Et l'objectif, encore une fois, c'est pas d'être excellent dans ce sport-là. L'objectif, c'est de savoir en parler. C'est de savoir en parler. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à travers le sport, vous allez avoir accès à des conversations, à des informations bien précises. Pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, regardez, il y a certaines personnes que vous suivez certainement.
qui aujourd'hui se sont mises au squash, au tennis et à un autre sport là, avec une raquette, mais je sais plus c'est lequel, je sais plus comment il s'appelle ce sport. Et c'est des personnes qui ont changé radicalement de cercle social. Et c'est pas pour rien. Et c'est parce qu'ils ont écouté quelques conseils. Donc c'est pas pour rien que vous allez voir de plus en plus de personnalités jouer à des sports de raquette. D'accord? Donc ça, c'est un des skills que vous pouvez adopter déjà vous dans votre que vous pouvez vous adapter dans votre quotidien. Ça c'est la première clé. La deuxième clé, ça va être de trouver un hobby en dehors du sport. Donc la première clé, c'est trouver un sport dans lequel vous allez être à l'aise. Deuxième chose, ça va être le hobby. En fait, trouver un hobby, c'est trouver un savoir-faire ancien. Parce que derrière le savoir-faire ancien, vous avez la culture. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a une dimension à la fois intellectuelle et culturelle. Et lorsque vous arrivez à ça, automatiquement, en fait, ce qui se passe, c'est que vous passez pour une personne cultivée. Et regardez, hein, toutes les personnalités qui ont de l'influence, vous allez voir qu'elles ont toutes ça en commun dans leur branding. Ça veut dire qu'elles ont un savoir-faire, un hobby qui est là, qui est ancien, où on a accès à de la culture et à quelque chose de très intellectuel. Et automatiquement, ça redresse l'image, ça redresse la posture. Imaginez juste la reine d'Angleterre qui vous demande de vous raconter un hobby. Ce serait une dinguerie. Ce serait clairement une dinguerie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça joue beaucoup. Donc là, enlevez tout de suite tout ce qui est poker, trading, maquillage, les choses qui sont trop génériques. D'accord ? L'objectif, c'est de se connecter à un savoir-faire où il y a un patrimoine culturel qui est associé. Et lorsque vous faites ça, automatiquement, votre valeur sociale, elle augmente. Ça, c'est la deuxième clé. Troisième clé, excusez-moi, je crois que je vais aller jusqu'à 5, je vais pas aller jusqu'à 10. Je vais faire une vidéo pour l'académie où je vais aller jusqu'à 10. Ce sera beaucoup plus simple, parce que là, je vois que le temps file. Et si vous voulez avoir accès à la vidéo, il faudra m'envoyer un message en privé. Et je ferai le nécessaire. La troisième chose, ça va être de répondre. Bonsoir Aurélie. La troisième chose, ça va être de maîtriser ce qu'on appelle les réponses consensuelles. Consensuelles. Et là, c'est encore un autre game. Mister Stéphane, j'espère que tu vas bien. Mais même avant ça, soucis réseaux sociaux, le play, je regarderai, je veux bien. Ok. Mais avant ça, il y a... alors, ça, c'est délicat. Hein. Je sais pas si je suis censé vous le dire là. Mais c'est apprendre l'art de l'esquive sur les petites choses. Vraiment sur des petites choses. Alors, vraiment, ça, c'est quelque chose de très francophone. Vous allez vous rendre compte que l'authenticité, c'est quelque chose, c'est une valeur de classe populaire. C'est un peu chaud de dire ça comme ça, mais prenez le temps de regarder. Toutes les personnalités publiques, elles ont toutes quelque chose en commun. Elles gèrent très bien l'art de l'esquive. C'est oufissime. Et ça, c'est très francophone. On pense que plus t'es honnête, mieux c'est. Mais prenez le temps juste de regarder aujourd'hui les personnalités publiques. Regardez, prenez juste l'exemple de Kylian Mbappé. Quand on lui demande de dire ce qu'il pense, plus il répond à côté, plus il esquive la réponse, plus ça glisse. Et c'est chaud de se dire que le mensonge social, aujourd'hui, c'est une compétence. Mais c'est pas le mensonge social dans le sens, l'idée c'est de mentir, non, c'est le mensonge social sur le fait d'éviter les angles morts. Parce qu'en fait, dans les angles morts, il y a les mauvaises réponses ou il y a les réponses qu'on attend que tu dises pour commencer à te pointer du doigt. Et en fait, la limite, elle est fine entre le mensonge social et le mensonge en mode je fais semblant d'être pour paraître. Et ça, là, c'est chaud.
c'est chaud. C'est méga, méga chaud. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Prenez juste le temps de regarder aussi ce qui se passe en entreprise. Il y a des personnes qui vous forment sur l'art des micro-mensonges. Les micro-mensonges, en fait, c'est les sujets sur lesquels vous allez arriver et vous allez faire en sorte de pas dire ce que vous pensez pour pas générer des réactions chez l'autre, mais au contraire, gagner la confiance et le capital confiance. Bon, là, on est clairement dans des jeux d'influence. Et ces jeux d'influence-là, je pense que c'est ça qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui n'aiment pas aujourd'hui le monde de l'entreprise, parce qu'en réalité, en entreprise, c'est ce qu'on vous apprend. C'est clairement ce qu'on vous apprend. Vaut mieux dire, écoute, j'ai un avis qui est différent par rapport à ce sujet, etc., que de dire, je sais pas. Quand vous dites je sais pas, ça traduit quoi? Ça traduit un manque d'assurance. Et ça, encore une fois, ça c'est très francophone. Hein. C'est vraiment très très francophone. Mais c'est un skills à développer, parce que l'objectif c'est pas de mentir. L'objectif c'est d'être suffisamment à l'aise pour s'affirmer sans perturber la relation. Itado, je t'ai vu, j'espère que tu vas bien. Donc le troisième... Donc ça c'était la quatrième clé. La troisième clé c'était maîtriser l'art des réponses. Mais des réponses en conscience. Et là c'est tout un game. C'est vraiment tout un game. Là dans ce sujet-là, attendez parce que mon écran il bug un peu. Donc par rapport aux réponses consensuelles, là ça va être vraiment culturel. Et vous allez me dire si vous comprenez ce que je vous dis. Quand on parle de réponses consensuelles, il y a des choses qu'il faut comprendre déjà, c'est que ce que vous pensez n'a pas d'importance. C'est chaud de dire ça comme ça, hein. Mais ce que vous pensez n'a pas d'importance. Dans certains milieux, l'objectif c'est pas de dire directement ce que vous pensez, l'idée c'est de vraiment développer l'art de la réponse neutre. Et c'est chaud parce qu'en fait, en développant l'art des réponses neutres, ça fait que vous pouvez avoir le capital confiance de beaucoup de personnes. C'est contre-intuitif ce que je vous dis. Mais ça fonctionne en tout cas, même en networking. Et c'est chaud. Parce que le militantisme génère Le militantisme, par exemple, pour les personnes qui militent pour une cause bien précise, en fait, vous rentrez dans un jeu de dualité où il y a les personnes qui sont avec vous et les personnes qui sont contre vous. Donc en fait, ça vous ouvre des portes dans une niche, mais ça vous ferme des portes sur le moyen long terme. Et ça, c'est très hypocrite. Beaucoup de personnes vont vous dire, oui, affirme-toi, milite, etc. La réalité, c'est que derrière le militantisme, ce que beaucoup de personnes ne vous disent pas, c'est que ça vous ferme des portes sur le moyen terme. Et je défie quiconque de me prouver l'inverse. Donc l'objectif, c'est pas de dire faites semblant. L'objectif, c'est de dire soyez conscient qu'il y a des jeux de pouvoir qui existent. Et ces jeux de pouvoir vous font rentrer dans des choses bien spécifiques. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous faites du networking, par exemple, ou lorsque vous voulez augmenter votre valeur sociale, il va falloir à un moment donné que vous développiez votre propre répertoire en termes de phrases, des phrases qui vous permettent de vous linker à d'autres personnes. Ça veut dire que ça va être des phrases que vous allez avoir lorsque vous êtes en groupe et qui vont faire en sorte à ce que, ok, quand il y a un sujet qui arrive, ces phrases-là vont vous connecter à certains types de personnes. Et lorsque ça vous connecte à un certain type de personnes, automatiquement, vous faites partie de la bonne catégorie. Et ça, c'est un art. Hein. Les politiciens, ils maîtrisent très bien ça. Les dirigeants maîtrisent très bien ça. Mais quand je parle de dirigeants, c'est les dirigeants qui sont à un certain niveau. Et ça, c'est quelque chose qui font partie des codes. Et que la masse n'a pas. Pourquoi? Parce que la masse, elle n'est pas dans ces sujets-là. Si ça vous parle, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et après, il y a un cinquième point. Un cinquième point, mais qui est en train de changer avec le temps, c'est... Et ça, je pense à Tony Jazz quand je parle de ça, là. C'est maîtriser sa garde-robe avec des pièces maîtresses.
Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que l'idée, c'est pas de s'accrocher à des marques ou à des tendances ou autres. Mais l'idée, c'est de se dire que, ok, dans votre branding personnel, il y a certaines pièces maîtresses qui vont faire en sorte que lorsque vous le portez, on sait que c'est vous. Et attention, on parle pas de marque là, on parle juste de pièces maîtresses. Ça veut dire que tu peux même aller chez Primark, prendre une pièce, mais qui te met à un certain niveau, qu'aller chez Gucci ou chez Chanel ou chez Louis Vuitton et porter quelque chose qui n'a pas de... Voilà quoi, tu le portes comme ça. Et moi, je connais des personnes qui ont beaucoup d'influence, hein, qui ont énormément d'influence sur les réseaux sociaux. Et c'est des personnes qui s'habillent chez Zara ou Primark. Donc, c'est pas pour sous-catégoriser Zara et Primark, c'est juste pour vous dire que ça, c'est accessible à tous. Mais ces personnes-là, lorsqu'elles portent ces pièces-là, ça envoie un truc. Et en fait, ce qui va se passer à un moment donné, c'est que lorsque vous investissez dans certaines pièces bien précises, en réalité, vous investissez dans des symboles. Et le fait que vous les portiez, ça vous met en avant par rapport à 90% des personnes qui sont dans la pièce. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce que je suis en train de vous dire là, il y a un angle en fait qui est sociologique et qui n'est pas à négliger, c'est qu'en fait, il y a des codes. Il y a des codes qui fonctionnent. Il y a Oncle Mess qui maîtrise ces codes-là. Je sais, il y a Fanta Condé qui maîtrise ça aussi. Et en fait, il y a des codes qui font que lorsque vous portez certaines pièces, lorsque vous arrivez d'une certaine façon avec une certaine couleur, ça vous met tout de suite en avant dans le groupe dans lequel vous êtes. Et ça augmente directement votre valeur sociale. Et ça ne dépend pas ça ne dépend pas de ce que vous portez, ça dépend de qui vous êtes, comment vous le portez et l'association entre les deux. Et ça, c'est ouf, hein. Et ça, c'est ouf. Et ça a toujours été là. Maintenant, si vous prenez le temps de regarder, qui vous aide à faire ce travail-là? Je vous pose la question. Qui, aujourd'hui, vous aide à faire ce travail-là? Je vous pose la question. Plutôt qui est responsable de ça? Donc, vous avez ça. Et ensuite, il y a un autre sujet. Et là, je vais m'arrêter sur ce point-là, parce que ça va faire bientôt 30 minutes que j'ai allumé la caméra. C'est tout ce qui est en lien avec le réseau. Lorsque vous prenez le temps de construire un réseau avec des métiers clés, je pense par exemple aux entrepreneurs. Un entrepreneur, il doit forcément avoir autour de lui un avocat, un fiscaliste, un comptable, une personne qui gère tout ce qui est transport. Passe par quelqu'un qui maîtrise la compétence. Excusez-moi, j'ai été coupé. Passe par quelqu'un qui maîtrise sa compétence. Et là, tu verras, ça va changer. Et lorsque tu passes par quelqu'un qui maîtrise la compétence, ben, automatiquement, ça te décharge. Et l'idée, c'est de, déjà, regarde ce qui te fatigue dans ça. Parce que si ça te fatigue, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait que pour toi, c'est lourd. Donc l'idée, c'est de regarder cette lourdeur et transformer cette lourdeur en quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus subtil, beaucoup plus puissant. Et tu verras que ça va faire la diff. Ça va faire clairement la diff. Parce que là où il y a de la lourdeur, là où il y a de l'incompétence, c'est qu'il y a une compétence que tu peux développer. Et tu verras que ça peut faire la diff, clairement. Voilà ce que je voulais vous partager sur ça. Les autres points, je les mettrai dans l'académie pour ceux qui ont accès. Ouais, je les mettrai dans l'académie pour que vous puissiez avoir les informations. Je vais vous préparer une fiche là que j'avais déjà commencé. Je sais pas si je peux vous montrer la fiche là, mais... Donc c'est 10 points qui vont permettre de développer cette d'améliorer votre valeur sociale. Avant de terminer ce live là, est-ce que vous avez des questions? Profitez-en parce que je réponds quasiment à tout. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et rappelez-vous que la meilleure façon de perdre de la valeur sociale,
Ne serait-ce que en business ou même quand vous êtes dans un groupe de networking, c'est de refuser de jouer aux règles du jeu. Celui qui perd, généralement, c'est celui qui refuse les règles du jeu et qui décide de pas jouer. Parce qu'en fait, les règles, je vous invite à les voir comme des leviers. Plus vous les intégrez, plus vous êtes légitime. Il y a des personnes aujourd'hui qui réussissent dans leur domaine d'activité juste parce qu'elles maîtrisent les règles. C'est exceptionnel. Ça veut dire que tu peux être nul dans ton domaine d'activité et réussir tout simplement parce que tu as intégré les règles du jeu. Je sais pas si vous imaginez. Et ça, c'est un paradoxe que moi, au début, je comprenais pas. Moi, j'avais un peu le côté rebelle et tout. Je me disais, ouais, non, les règles, j'ai pas envie de les intégrer. Mais en réalité, ceux qui maîtrisent les règles et les codes, c'est ceux qui sont le plus à même de remporter la partie. Et maintenant, dans ceux qui refusent les règles, vous avez deux types de personnes. Vous avez ceux qui sont hors jeu. Et vraiment, je le dis comme je le pense, qui sont hors jeu. Et vous avez ceux et celles qui changent les codes. Mais c'est des personnes qui, généralement, ont, à un moment donné, vous allez voir que dans leur parcours, ils vont devoir accepter les règles du jeu, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Parce que avant vous, il y avait des personnes qui étaient là. Avant vous, il y a des personnes qui ont fait un certain travail. Et ça, c'est des choses qui sont pas à négliger. Qui sont clairement pas à négliger. Je sais pas si j'ai répondu aux questions ou aux interrogations que vous avez. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça le jeu. C'est un peu ça le jeu. Et en fait, en networking, vous avez les mêmes règles du jeu. En entreprise, vous avez les mêmes règles du jeu. En société, vous avez les mêmes règles du jeu. C'est chiant à apprendre. Moi, je trouve ça chiant à apprendre. Mais c'est chiant à apprendre parce que du coup, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Et vraiment. Et dès que vous les maîtrisez, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple, que ce soit en entreprise, que ce soit même, je sais pas s'il y a des salariés qui sont là. Mais si vous êtes salarié, vous travaillez dans une entreprise, prenez juste le temps de regarder l'ambiance. Je sais pas comment est-ce que vous catégorisez l'ambiance du travail dans lequel vous êtes, dans l'environnement de travail dans lequel vous êtes, mais vous allez très vite voir qu'il y a des codes. Et en fait, ce qui fait que vous vous sentez bien ou moins bien dans une entreprise, c'est la façon dont vous gérez les codes. Si vous gérez les codes de l'entreprise, forcément, ça va bien se passer. Si vous maîtrisez implicitement les codes de l'entreprise, vous verrez que ça va bien se passer. Si vous ne les maîtrisez pas, forcément, vous allez vous sentir mal. Et vous vous sentez pas mal parce que c'est l'entreprise qui vous fait sentir mal. Vous vous sentez mal parce que vous ne comprenez pas ou vous n'êtes pas aligné aux codes de votre entreprise dans laquelle vous travaillez. Et ça, on l'a vu plusieurs fois. Et c'est pareil par rapport à tout ce qui est de l'ordre, des problématiques. Il y a plein de trucs comme ça, là. Comment cela s'est installé, ces règles? Alors en fait, déjà, il faut comprendre une chose, c'est très simple. Quand tu vis en société, il y a forcément des règles. Il y a les règles explicites, il y a les règles implicites. Ceux qui maîtrisent le mieux le jeu, c'est ceux qui gèrent les règles implicites. Pas explicites. Les règles explicites, tout le monde les connaît. Par contre, il y a des règles implicites que tout le monde ne maîtrise pas. Et en fait, comment est-ce que ça s'est créé? En fait, c'est simple. Quand tu es en groupe, quand tu es en société, tu es obligé d'avoir des règles pour que les choses fonctionnent. Parce que si tout le monde fonctionnait avec ses propres règles, ce serait l'anarchie. Et en fait, à un moment donné, on doit refonctionner avec des règles simples. C'est pour ça que je suis pas très fan des discours où on vous dit « Ouais, on a voulu vous manipuler, on a voulu faire ci, on a voulu faire ça », où les gens sont dans de la victimisation constante. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que dans tout système, il y a des règles. Et ces règles-là, même si vous ne voulez pas les poser, il y en aura quoi qu'il arrive. C'est comme dans une famille. Dans les familles, il y a toujours des règles. Maintenant, qui sont implicites ou explicites, mais il y en a toujours. Maintenant, de quel côté est-ce que vous voulez être? Est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui maîtrisent aucune règle et qui sont en mode la fleur au fusil, moi je m'en fous, je fais ce que je veux? Ou alors vous voulez faire partie de ceux qui maîtrisent les règles et qui apprennent à jouer avec? Chacun son side. Moi j'ai choisi ma part en tout cas. Donc en fait, comment ça se crée? Quand tu es en société, tu es obligé de fonctionner avec des règles. Donc soit tu décides de fonctionner avec des règles posées qui font partie du jeu et là tu combines avec, et là c'est ok.
Soit à un moment donné, tu veux fonctionner juste avec tes règles et tu vas voir que tu vas être confronté à beaucoup de conflits. Et là, généralement, ce qui se passe, c'est que fatigue, burn-out, crise existentielle, il y a tous ces trucs-là qui arrivent. Est-ce que dans l'histoire, c'était si important et ça touchait toutes les catégories de la société à ce point comme maintenant? En fait, c'est simple. C'est simple et c'est un peu délicat. Quoi qu'il arrive, il y aura des règles. Implicite, explicite. Comprends que s'il n'y a pas de règles, c'est qu'il y a du chaos. Tu peux pas être dans un endroit où il n'y a pas de règles et que tout se passe bien. C'est une illusion de penser ça. Si ça se passe bien, c'est soit qu'il y a des règles implicites qui sont là et que tu ne connais pas, et en fait tu suis ces règles inconsciemment, parce que pour toi c'est naturel, c'est normal, soit que tu es vraiment déconnecté du groupe dans lequel tu es. Donc en fait ce qui se passe, c'est naturel. Tu sais, c'est comme tes amis. Qu'est-ce qui se passe au niveau des amis, des amitiés que tu as? Plus tu avances, plus tu vas voir que tes relations évoluent d'une certaine façon. Et en fait ce qui se passe, c'est que tes amis, tes amitiés évoluent en fonction de tes règles à toi, de tes normes. Et ces normes-là, ce sont des règles. Donc en fait, c'est naturel, ça se fait toujours comme ça. Pour qu'on puisse s'entendre, il nous faut des règles, il nous faut un cadre. Et c'est ce cadre-là qui fait que ça va se passer d'une certaine façon, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Mais vu que ce sont des choses qui sont pas visibles à l'œil nu, sauf quand on commence à établir des textes de loi et tout, pour les personnes, c'est des choses qui sont nouvelles. Mais c'est pas nouveau, ça. Ça a toujours été là. Maintenant, vous avez ceux qui sont éduqués, vous avez ceux qui ne sont pas éduqués. Et c'est juste ça qui va faire la diff à un moment donné. Salut Kourakam. Et en fait, par rapport à ces sujets, et moi je trouve ça méga pertinent, hein. Moi j'adore apprendre ces choses-là. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une des raisons pour lesquelles aussi beaucoup de personnes veulent entreprendre, veulent quitter le salariat. C'est parce qu'il y a des règles qui sont là, que les personnes ne comprennent pas, mais c'est des règles implicites. Et en fait, on ne vous les apprend pas, sauf si vous faites partie de l'élite, et là, on vous les apprend. Ou quand vous travaillez avec l'élite, là, on vous les apprend. Mais c'est plus culturel, tu vois. C'est pas des choses dans lesquelles tu vas apprendre une formation ou autre. Par contre, si tu vas, par exemple, chez HEC, tu vas chez Harvard, ou tu vas dans d'autres endroits comme ça, on va t'apprendre ça. Parce que à ce niveau-là, c'est un must-have, tu vois. T'es obligé d'avoir ça pour fonctionner avec les autres. Et c'est tout, c'est juste ça. Donc pour répondre à ta question, comment est-ce que ça se crée? Ça se crée naturellement. À un moment donné, quand tu es en communauté avec une personne en face de toi, tu as besoin d'établir des règles. Ces règles deviennent des normes, ces normes créent le cadre, et ce cadre te permet de savoir ce qui est OK ou ce qui n'est pas OK. Maintenant, dans toutes les règles qu'il y a, parce qu'il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais en Afrique, ça se passe pas comme ça, etc. etc. » Alors, c'est vrai. Il y a des endroits où ça fonctionne pas comme ça. Mais ce qu'il faut savoir... Excusez-moi. Ce qu'il faut savoir, salut Mimi Prime. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Afrique, il y a aussi des règles. Mais chez nous, ça passait beaucoup par la spiritualité, par exemple. Pourquoi? Parce que nous, par exemple, on est des sociétés très croyantes, très connectées à la nature, très connectées aux ancêtres, à une croyance collective, au Ubuntu, toutes ces choses-là. Donc en fait, nos cadres étaient très connectés aux lois humaines, enfin aux lois de la nature, et du coup, il y a des choses qui sont OK, pas OK. Et ça se traduit par les traditions, ça se traduit par toutes ces choses-là. Et en fait, c'est là où tu vois la différence, c'est que ici, généralement, quand t'as pas le code derrière la règle, tu peux penser, à un moment donné, que c'est là pour te saboter. Et regardez, c'est ça dans tout, la religion. Si on prend juste la religion, je ne dis pas les religions, parce que pour moi, il y a une seule et même religion. Maintenant, elle a été transmise par différents biais, moyens, visions du monde et autres. Mais si tu prends juste la religion, c'est une dinguerie de penser que la religion, elle est là pour nuire aux gens. On parle de religions qui ont plus de 2000 ans. Est-ce que tu connais des religions, est-ce que tu connais des savoirs qui ont existé pendant plus de 2000 ans? Ou 1000 ans, plus d'un siècle? C'est une dinguerie.
Donc, soit ça veut dire que l'humain, il est maso, il garde quelque chose qui le tue tous les jours, soit que c'est l'inverse. C'est que la compréhension de l'humain, je parle d'humain en tant qu'homme, n'est pas suffisamment mature pour comprendre l'essence qu'il y a derrière. Parce que dans toutes les religions, il y a un aspect qu'on va appeler ésotérique, spirituel et autres. Mais pour se connecter à ça, il faut déjà que tu travailles, il faut déjà que tu te libères là, de toutes ces programmations là qui fait que tu comprends que dalle. Pourquoi il y a des personnes avec une religion, un savoir, une spiritualité, une formation, ils changent un monde, ils changent la vie de plusieurs personnes autour d'eux, et t'en as d'autres, ils sont là pour foutre le bordel. Je comprends pas. Ils viennent, ils foutent le bordel au nom d'une religion. Le problème, c'est pas la religion, c'est pas le savoir, c'est pas la formation. Le problème, c'est quoi? C'est toujours pareil. C'est l'humain qui est au centre de ça. Et en fait, tout est question de fond et de forme. Tu as la forme, maintenant tu as le fond. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Les règles, c'est pareil. Tu as la règle dans la forme et tu as le fond. Et c'est le fond qui est méga important. D'autres personnes vont appeler ça la culture, d'autres personnes vont appeler ça les traditions, d'autres personnes vont appeler ça l'essence, d'autres personnes vont appeler ça la spiritualité, peu importe. Mais tu as toujours la forme et le fond. Et ceux ceux qui connaissent le fond maîtrisent la forme. Ceux qui ne maîtrisent que la forme, sans fond, vous allez voir que ça vient, ça part. C'est comme beaucoup de choses dans la vie. Soit tu maîtrises le fond, soit tu décides de maîtriser le fond, soit tu décides de maîtriser la forme. Et ceux qui maîtrisent le fond, c'est les personnes qui maîtrisent le mieux leur jeu. Je pourrais vous donner tellement de sujets là-dessus. Mais c'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me le dire. Average Miss Reader. Est-ce que vous avez d'autres questions? Have you got any question in the room? Have you got any question in the room? Yeah. Mais c'est un peu ça qu'il faut capter sur ce sujet-là. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous parle pas du tout? En tout cas, pour ceux qui sont dans l'académie, vous inquiétez pas, je vais vous faire un document, je vais vous donner les angles là. Les 10 points. Et je vous invite à les mettre en pratique dans votre vie. Regardez ce qui change, regardez ce qui évolue, et vous allez voir que ça ment pas. Juste intégrer un club, ça augmente votre valeur sociale. Maintenant, il y a d'autres points. Il y a d'autres points et... Dans le milieu du travail, ça use à la longue d'essayer d'être plutôt neutre. Il faut qu'il y ait des déclics dans la tête pour vraiment l'accepter. Moi, je pense pas. Je pense que dans le milieu du travail, le plus compliqué dans le milieu du travail, c'est de regarder qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui n'est pas ok, là où est-ce que je mets mon énergie, là où je mets pas mon énergie. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le milieu du travail, beaucoup de personnes veulent se mettre en libéral ou autre, ou décident de fuir le salariat. C'est pas un problème c'est pas le travail le problème. C'est là où tu mets ton énergie. Vous savez, des fois, je reçois des personnes en rendez-vous. J'allais faire un jeu, mais je sais pas si c'est ok. C'est pas le sujet du live. Je me reconcentre. La problématique qu'on a aujourd'hui dans le salariat, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent leur énergie dans des choses qui leur servent à rien. Des personnes qui veulent changer le management. Des personnes qui veulent changer la vision de l'entreprise. Des personnes qui, à un moment donné, pensent que c'est la boîte à leur père. Des personnes qui, à un moment donné, estiment que leur vision de l'entreprise est meilleure que l'autre. Des personnes qui pensent qu'à un moment donné, le travail, c'est leur lieu. C'est leur lieu à un moment donné. C'est le lieu dans lequel ils vont faire certaines choses. En fait, il y a des moments où dans le salariat, il faut rester en mode salarié. Et je vois trop de personnes se disperser, qui vont commencer à tout confondre. Et en fait, ce que les personnes oublient, c'est que tu peux entreprendre dans une entreprise dans laquelle tu es salarié. Mais il faut avoir une forme d'intelligence sociale. Moi, j'ai fait des bêtises sur ce plan-là. Et je peux vous dire, j'ai perdu beaucoup de temps, d'énergie, d'argent. Mais j'en ai gagné aussi parce que j'ai compris
ce que ça pouvait coûter que de faire des bêtises en salariat. Regardez un truc très simple. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, avant d'aborder ce sujet, parce que c'est un sujet qui est un peu touchy, il y a des gens qui vont pas être d'accord, est-ce que vous êtes OK si on se dit les termes là pendant un temps? Mais on se dit les termes vraiment en mode un peu cru. Est-ce que vous êtes OK avec ça ou pas? Mettez-moi OK dans le chat si vous êtes prêts. Là, je vais vous dire des choses qu'on va pas vous dire en entreprise, qui sont méga tabous, mais selon moi qui sont importantes d'être dites. Et normalement, en tout cas moi je l'ai appliqué, ça m'a aidé. Bon, Mimi Prem est OK, Rumba est OK. Pour les autres, est-ce que vous êtes OK? Et là, je vais répondre à ce que Average Miss Reader disait. OK. Bon, vous êtes 4 à être OK, super. Donc je m'adresse à vous particulièrement. Il y a des personnes. Vous voyez, il y a eu une. Bon, moi, je faisais partie de cette vague-là. Il y a une vague là qui était arrivée sur les réseaux sociaux à un moment donné. OK, toute une gomis. Regarde mes contacts parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. Attendez 2 secondes. Je vais vous dire la chose. Le numéro, il monte, il vient, mais les noms, ils sont partis. Je ne sais pas pourquoi. Attends, je vais regarder après. Et là. Oui. Alors. Du coup, on m'appelle, je ne réponds pas parce que je ne vois pas qui c'est. Par rapport au salariat. Là, ça va être essentiellement par rapport à ça. Il faut savoir une chose. Il y a une vague où on vous disait entreprendre, c'est la nouvelle vibe. C'est vrai qu'entreprendre, c'était une vibe pour tout le monde. Mais on va vous dire que oui, le salariat, c'est la prison, etc., etc. Bon, moi, j'ai jamais dit que le salariat, c'était la prison. Ça, c'est pas dans mon... Parce que moi-même, j'étais dans le salariat. Et non. Mais il y a des personnes qui vous disaient ça. Ouais, le salariat, c'est la prison. Franchement, c'est donner son temps pour les autres. C'est ci, c'est ça. Et il y a eu des discours très diabolisés sur le salariat. Jusqu'à... Il y avait des entrepreneurs sur les réseaux sociaux qui vous cachaient qu'ils avaient un travail à côté. Et il y en a plein. Il y a plein de personnes qui sont allées travailler, qui étaient dans le salariat, qui avaient des CDI, des CDD, mais qui vous cachaient ça. Ouais, faut pas que je montre, faut que je montre que j'entreprends, que mon business et tout. Et en fait, au début, je comprenais pas, mais j'ai compris que, en fait, c'est en lien avec cette vague-là. Et il y a beaucoup de personnes qui ont diabolisé le salariat. Je connais même des personnes qui étaient dans des problèmes financiers, qui ont refusé d'aller travailler pour pas se manger la honte sur les réseaux sociaux. De quelle honte, je sais pas, mais qui voulaient pas se manger la honte sur les réseaux. Et en fait, ce que les personnes oublient, c'est que le salariat, surtout en France, mais c'est une aubaine. Attends, t'as des garanties de fou. Et que tu peux être dans le salariat, et préparer ton projet entrepreneurial. Bref, je vais pas rester sur le côté où des gens ont méprisé et tout. Mais il n'y a aucune honte. Moi, je sais que j'ai par exemple des entrepreneurs qui ont des communautés sur les réseaux, qui sont venus me voir en rendez-vous, qui me disaient clairement, écoute, moi, j'ose pas dire que j'ai un travail à côté parce que ça va décrédibiliser mon image. Mais je comprends que il y avait des deux. Ça allait autant du côté... Alors, les entrepreneurs étaient responsables de ça parce qu'ils montraient une vie qui n'était pas la réalité. Donc, directement, les followers, les gens qui suivaient ces personnes-là, en fait, ils étaient dans quelque chose de... en fait, si tu entreprends, c'est que tu as réussi. Donc, du coup, les entrepreneurs qui travaillaient à côté, ils n'étaient pas perçus comme étant des personnes sérieuses. C'est totalement faux. T'imagines, tu peux repartir dans le salariat, te construire, etc. et après développer ton projet à côté. Bref, j'avance parce que sinon, je risque d'être trop cru. Mais bref, tu peux être dans le salariat et préparer ton projet entrepreneurial parce que le salariat contribuera à ta plus-value, à ta valeur sociale. Et le salariat va contribuer au développement de ton expertise, à la reconnaissance de ton expertise. Je vais vous donner par exemple un exemple que moi j'ai partagé à une personne qui est dans l'académie, qui est dans mon académie. C'est un plan que je lui avais proposé et ça a l'air de très bien fonctionner. C'est que
La personne, et vous allez me dire si vous reconnaissez, c'est une personne qui est reconnue dans son domaine d'expertise, qui est chaude. Elle est chaude, elle est forte dans ce qu'elle fait. Elle est une des meilleures dans sa société, dans la société dans laquelle elle bosse. Maintenant, elle n'est pas reconnue à sa juste valeur, parce c'est une femme, elle est d'origine afrodescendante, et il y a tous ces trucs-là. Et je ne vais pas vous revenir sur le contexte, mais vous savez très bien qu'en entreprise, lorsque vous êtes une femme, vous êtes typée afrodescendante, vous êtes une personne qui a un certain caractère, soit vous allez passer pour la personne qui fout le bordel, soit vous allez passer pour la femme hyper masculine, etc., etc. En fait, cette personne-là, je lui ai proposé un plan où l'objectif, c'était qu'elle développe son personal branding dans son entreprise. On a pris les codes de l'entrepreneuriat, on les a injectés dans sa posture de salarié. Et en fait, là, elle est en train de développer son personal branding dans l'entreprise dans laquelle elle bosse. Et son personal branding va contribuer à son image personnelle, à la relation qu'elle a avec ses clients. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si un jour elle décide de partir de la boîte, elle aura tellement investi dans son personal branding que ce sont ses clients qui vont l'appeler. Ce ne sera plus les clients qui vont appeler la boîte, mais c'est les clients qui vont l'appeler en disant c'est toi qu'on veut, parce qu'on connaît ta valeur, on sait qui tu es, et on sait que directement le jour où tu ouvres ta boîte, on va te suivre, parce qu'en fait ce que tu as fait contribue exactement en fait, on fonctionne ensemble. On a pris les codes de l'entrepreneuriat, on les a injectés dans son salariat et aujourd'hui son salariat contribue à son projet entrepreneurial le jour où elle va décider de le lancer. Est-ce que le salariat est une aubaine par rapport à ce qu'elle fait? Oui. Est-ce que faut diaboliser le salariat? Non. Par contre, sa valeur sociale augmente au fur et à mesure qu'elle travaille dans l'entreprise. Maintenant, pour répondre à la question de average misreader, ce qui se passe, c'est que son mindset a shifté. Elle est dans le salariat avec une dynamique d'entrepreneur. Et en fait, tout ce qu'elle va capitaliser dans la boîte où elle est contribue à son profil elle-même. Donc oui, elle contribue au succès de la société. Jusqu'à ça, c'est clair. Son boss prend l'argent parce que c'est lui qui a investi, c'est lui qui tient la baraque depuis tout ce temps. C'est OK. Par contre, elle est en train de gérer son personal brand dans la société. Et quoi qu'il arrive, le jour où elle part, ça va le faire. Et regardez, pour vous dire à quel point c'est balisé, si demain elle se fait virer, ça va pas l'entacher. Parce qu'on a balisé le terrain pour que si demain il y a un conflit avec le directeur, ou le dirigeant, ou le codir, intouchable. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà présentes et elle a commencé à baliser le terrain. Qui fonctionne comme ça aujourd'hui? Et quand je vous donne ce plan-là, est-ce que pour vous, le salariat, c'est une aubaine? C'est un levier? Ou alors, non, le salariat, c'est le diable. Je vous pose la question. En vrai. Je vous pose la question. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a investi dans son capital social, elle a investi dans son capital confiance, elle a investi dans son personal brand. Et son salariat devient un levier pour son projet entrepreneurial. Est-ce qu'on vous dit ça sur les réseaux sociaux? Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai pas vu quelqu'un vous le dire franco. Alors qu'il y en a qui pensent, il y en a plein qui m'écrivent, enfin plein. Il y a plusieurs personnes qui ont la pastille bleue qui m'écrivent en DM pour ça. Donc vous voyez que c'est faisable. C'est faisable. C'est méga faisable. Maintenant, qui veut le faire, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mesdames et messieurs. C'est une autre histoire. Non, mais dans les académies, on le dit. Oui, c'est vrai que dans les académies, on le dit. Dans certaines grosses écoles, on peut vous le dire. Donc, vous voyez? Et ça, en fait, ça, c'est des choses que vous pouvez apprendre dès aujourd'hui. Ça, c'est des choses que vous pouvez apprendre dès aujourd'hui. Et vraiment, l'idée, c'est pas de diaboliser quoi que ce soit. Venez, on utilise ce qui est à notre disposition comme levier. Je donne un autre exemple. Et vous allez me dire si vous vous reconnaissez dans cet exemple-là. Femme noire, qui a quand même une certaine présentation, qui ne suit pas les codes
qui ne suit pas les codes classiques, parce que culturellement, il n'y a pas de lien, et qui n'hésite pas à dire quand ça ne va pas. Et du coup, vous pouvez passer pour le vilain canard. Vous pouvez passer pour la personne qui vient et qui fout le bordel, alors que vous êtes très fort dans votre domaine d'activité. Ce qui va se passer, c'est que... Alors j'ai dit femme noire parce qu'en France, je sais que les femmes noires, elles ont une certaine réputation, malheureusement. Et il peut y avoir même le cas où vous avez un style, peut-être que vous n'êtes pas noir, mais vous avez un style qui est totalement différent du lieu dans lequel vous exercez votre travail. Vous pouvez passer, merci Mimi Prime, c'est le terme que je cherchais, vous pouvez passer pour la folle du bus. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous pouvez utiliser ce levier-là pour devenir, écoutez bien ce que je vous dis, vous pouvez utiliser ce levier-là pour devenir la... Alors après, ça fonctionne en archétype, mais en fait, l'idée, c'est de devenir la personne de confiance de l'équipe. Ça veut dire qu'en surface, vous allez passer pour la folle du bus, mais si vous fonctionnez avec une intelligence sociale supérieure à la norme, vous allez utiliser ce levier-là pour devenir la personne vers qui on va aller lorsque ça part en sucette, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a de la pression. Moi, j'étais dans ce cas-là. Je suis passé pour la personne, le fou du bus, le mec qu'on ne prend pas au sérieux, je deviens assistant manager, et en gros, quand ça part en sucette, on sait que c'est moi le gars sûr de la situation. Mais dans le discours classique, ouais, non, on ne prend pas au sérieux. Et à la fin du jeu, c'est moi que tu viens voir quand la pression monte, la pression augmente. Ça, il a fallu le transmuter à un moment, il a fallu le switcher. Mais ça, c'est des choses qui sont nettement faisables. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si vous êtes bon dans votre domaine d'activité, c'est un très bon point, mais ça ne fait pas tout. Parce que vous pouvez être très bon dans votre domaine d'activité, mais moi, dans ma définition, et c'est ce que d'autres instructeurs m'ont rappelé, en réalité, un bon élément, on ne le voit pas quand tout va bien, on le voit quand tout va mal. Si quand ça part en sucette, vous faites partie des personnes qui savent tenir sous la pression et qui sont très bons, c'est que vous êtes la personne... En fait, vous faites partie des personnes à qui on peut déléguer des choses, et en fait, on peut vous déléguer de la confiance. Et en France, c'est pas très compliqué. Il y a beaucoup de personnes, dès que la pression elle monte, elles perdent leurs moyens. Pourquoi? Parce que le technique ne suffit pas. Il faut que vous soyez en capacité de gérer la pression. C'est dans la pression qu'on voit les vrais champions. C'est dans la pression qu'on voit les gagnants. Regardez juste la Coupe du Monde. Quand la pression elle arrive, c'est pas tout le monde qui gère. Hein. Mais quand on vous met là dans des bonnes conditions, vous faites 10 sur 10 tout le temps. Quand la pression elle monte, il ouvre 10 sur 10. Dans le milieu professionnel, c'est pareil. Si vous faites partie de ceux qui gèrent la pression et qui ne gèrent pas que la technique, mais le facteur environnemental, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout de suite level up par rapport à tous ceux qui sont là, qui ont des 10 ans d'expérience. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être plus à même d'être promu que ces personnes-là. Et en fait, ça, c'est un levier que beaucoup de gens négligent. Et pour les personnes qui sont, on va dire, qui ne ressemblent pas au profil qu'on a l'habitude de promouvoir dans les boîtes, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et si vous avez suffisamment d'intelligence et de finesse et de méthode, parce qu'il faut quand même de la méthodologie, il faut de la stratégie, si vous avez les bonnes stratégies, vous passez pour la référence. Et demain, vous allez voir vous allez être en capacité d'influencer des syndicats, vous êtes en capacité d'influencer des décisions importantes, vous allez être en capacité d'influencer même des équipes. Et vous êtes là, tranquille. Et ça, c'est un pouvoir qui est à votre portée. C'est un pouvoir qui est à votre portée. Par contre, si vous prenez ça comme du jugement, comme des problématiques ou autre, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous renfermer et vous allez passer vraiment pour le vilain petit canard. Et c'est très frustrant parce qu'il y a des moments où vous allez avoir raison, mais parce qu'on vous a collé cet archétype-là, vous allez rester à votre place. Et ça, c'est chaud. Moi, j'ai pas kiffé être dans ça. J'ai pas kiffé être dans ça, mais il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs à mettre. Et en fait, ces stratégies-là, vous devez les connaître. C'est pour ça que je dis que les personnes qui passent pour les fous du bus,
vous avez la capacité à devenir des référents dans votre domaine d'activité. Et vous gagnez plus d'argent, vous gagnez en énergie, vous gagnez en charisme, en posture professionnelle. Et le jour où vous décidez de faire vos affaires, vous allez pouvoir faire vos affaires sans être en conflit avec la direction, être avec le reste, ou avec les concurrents ou les clients. Et ça, c'est stylé. Ça, excusez-moi, ça, moi je trouve ça très stylé. Je trouve ça excellent. Donc voilà, est-ce que ça vous parle ou pas? Moi, perso, je trouve ça méga stylé. Je trouve ça méga stylé. Je trouve ça méga stylé. Alors, il y en a qui ne comprendront pas ce que je dis, parce qu'encore une fois, ce que je dis, c'est pas à destination de tout le monde non plus, mais c'est méga stylé. C'est méga stylé. C'est méga stylé. C'est comme faire partie des... C'est comme l'archétype des nuisibles. Vous savez, les nuisibles en entreprise, c'est ceux qu'on ne voudra jamais promouvoir pour différentes raisons, même si c'est les meilleurs dans leur domaine. Ils auront toujours mauvaise réputation, ils passeront toujours pour les fous du bus. On ne les promouvoira jamais, mais vraiment jamais. Même si l'opportunité est là, on leur dit oui, mais en vrai, ils seront jamais promus, ils auront rarement des augmentations et ils passeront toujours à travers les mailles du filet. Ça, c'est des choses qui s'apprennent. Comment tu fais pour ne pas devenir le nuisible de ton entreprise? Et le pire dans tout ça, c'est que ça ne te demande pas d'être meilleur. C'est ça l'arnaque. Tu n'es pas obligé d'être le meilleur. Et ça, je vous dis... Où est-ce que vous pouvez apprendre ces trucs-là? Je sais pas. Moi, je sais pas où est-ce que j'aurais pu apprendre ça. Je dis la vérité. I do not know. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais en fait, là, plus je vous parle, plus je me dis, mais en fait, là, on en a appris des choses là, ces dernières années. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis ou est-ce que ça vous parle pas du tout? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des questions. Et Average Misreader, n'hésite pas à me dire si j'ai répondu à ta question ou si j'y ai pas répondu ou si tu as une autre question. Comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Mais je crois que j'ai trouvé la prochaine masterclass de l'académie. Je vais faire une masterclass sur les relations, mais on peut en faire une là sur les relations pro. Comment ne pas devenir le nuisible de ton entreprise? Comment ne pas devenir les mécanismes qui font que tu tombes dans le chat noir de l'entreprise et qui te bloquent tout? Évolution, rémunération, reconnaissance et développement. Et ça là, c'est chaud. Et moi j'ai été dans ça, si vous saviez. 2 ans, je devais être promu. Tout le monde disait mon nom. Et c'est un certain César qui a eu le truc à ma place. César qui vient d'arriver dans l'entreprise, mais on lui donne toutes les clés. C'est chaud. Et vous avez ça dans le sport, vous avez ça dans les relations, vous avez ça dans plein de trucs. C'est comme le ballon d'or de Vinicius. Tout le monde disait Vinicius ballon d'or. Ils l'ont donné à... Mais ça, c'est parce qu'il y a des règles implicites. Et si tu veux pas jouer au jeu, le jeu jouera pour toi quoi qu'il arrive. Je sais pas si vous avez déjà eu ça. Hein. Vous attendiez la promotion de la promotion. Vous étiez prêt. Vous attendiez comme ça la promotion. Tout le monde sait que c'est votre nom qui doit être cité. Vous êtes là, vous attendez. Et là, vous voyez que celui qui a la promotion, c'est quelqu'un. On ne connaît pas son nom, mais apparemment, c'était le choix le plus logique. Alors que toi, tu sais, mais ça fait partie du jeu. Donc l'idée, c'est pas de tomber dans l'effet Vinicius, là. Donc voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que ça va vous parler, j'espère que vous allez kiffer. Oui, répondu, super, je t'en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quand même, je maîtrise bien mon sujet.
quand même. Je maîtrise plutôt bien mon sujet. Hein. Qui a douté? Est-ce que vous aviez d'autres questions ou est-ce que vous n'avez pas de questions? Bah écoutez, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas de questions, j'espère que vous avez appris à travers ce live-là. On fera un live, je pense, mardi soir. Pas lundi soir, parce que lundi soir... mardi soir. Mercredi, on se retrouve avec l'académie, si j'ai pas de bêtises. Ah, 21, 22... Ah non, c'est la semaine prochaine, on se retrouve avec l'académie. Mais d'ailleurs, je vous pose la question, prochain live, est-ce que selon vous, on parle d'intelligence sociale ou on parle de comment hacker son cerveau? Parce que hacker son cerveau, là, ça devient plus qu'important, plus qu'urgent. Plus que méga urgent en 2026. On est fatigué là d'être spectateur de la réalité, vraiment. Est-ce qu'on part sur l'intelligence sociale ou est-ce qu'on part sur... Ou alors peut-être je vais faire un sondage. En tout cas, c'était ce que je voulais vous partager. J'espère que vous avez appris, j'espère que ça vous a fait du bien. Et puis n'hésitez pas à me dire en message privé si vous voulez d'autres lives. Parce qu'en vrai, on n'en fait plus trop parce que on voit il n'y a pas de demande. Donc voilà. Comment hacker le cerveau? Ok. Mais écoutez, c'est noté. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos pensées. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un excellent dimanche. Et on se retrouve là dans les prochains jours. Et pour ceux qui n'ont pas encore joué au tirage au sort là, samedi prochain, je fais une constellation sur Paris. J'offre une place. C'est vraiment la bonne action là de cet été. Donc n'hésitez pas à jouer. Toutes les informations sont sur ma page. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos pensées. Je vous dis à très vite. Tchouba!